Le mystère du vol MH370 de la Malaysia Airlines est-il en passe d'être éclairci? Après plus d'un an de recherche infructueuse, les débris retrouvés sur l'île de la Réunion relancent l'enquête sur la disparition du Boeing 777, disparu le 8 mars 2014, avec à son bord 239 passagers. Un fragment d'aile et un peu d'espoir retrouvé. Les experts restent prudents, mais pour le gouvernement malaisien, pas de doute. Nous avons maintenant des preuves physiques montrant que le vol MH370 a tragiquement fini son voyage dans le sud de l'océan Indien. La douleur des familles, elle, reste intacte. Elles accusent aujourd'hui les autorités malaisiennes d'avoir saboté l'enquête dès les premiers jours. Après la Réunion, les Maldives sont à présent à la recherche de nouveaux débris. Va-t-on enfin percer l'énigme du vol MH370? Cette semaine dans Focus, on vous emmène en Malaisie. Bonsoir, bienvenue, merci de votre fidélité. C'est sans doute l'un des plus grands mystères de l'aviation. Dans la nuit du 8 mars 2014, le vol MH370 de la Malaysia Airlines disparaît des écrans de contrôle sans plus jamais donner de signe de vie pendant plus de 500 jours. Jusqu'à cette dernière découverte sur l'île de la Réunion où des débris de l'avion ont été retrouvés et qui pourraient appartenir au Boeing disparu. Alors pour en parler, on va rejoindre tout de suite à Dallas maître William Angelé. Il est avocat, spécialiste des accidents aériens. C'est également un ancien pilote de ligne. Merci maître Angelé, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors première question, quelles conséquences juridiques peuvent avoir les découvertes de ces débris? Eh bien, il s'agit d'un crash d'avion international et l'affaire sera prise en charge par la Convention de Montréal. D'après ce que j'ai compris, la Malaisie a offert aux familles un tout petit peu d'argent, entre 5 et 7 000 $ pour l'instant. Tout dépend des découvertes qui seront faites dans l'enquête, mais en fin de compte, la compagnie aérienne et peut-être même le fabricant de l'avion devront payer des dommages et intérêts complets à ces familles. Selon la Convention de Montréal, ils sont strictement responsables et devront payer une somme d'à peu près 113 millions de $. Ils ne peuvent pas y échapper à moins qu'ils arrivent à prouver que le crash a été causé par la négligence de quelqu'un d'autre et pas de la compagnie aérienne. Les débris retrouvés sont vraiment importants pour prouver qu'en effet cet avion s'est écrasé. Ça va permettre de commencer le processus pour que la Malaisie commence à payer ses familles. Alors on sait que le gouvernement malaisien a été copieusement critiqué sur la manière dont il a mené les investigations. Est-ce qu'il peut être inquiété aujourd'hui? Est-ce qu'il peut être poursuivi après ces nouvelles découvertes? C'était une enquête très difficile. L'endroit où l'avion aurait coulé est une zone isolée du monde. Même maintenant que nous savons que l'avion s'est écrasé, retrouver tous les débris reste une tâche très compliquée parce que les conditions sont extrêmes. L'enquête en elle-même, bien qu'elle n'ait pas été menée de la meilleure manière, n'aura aucun effet sur les compensations financières des familles, ni sur l'aspect légal. Et en tant qu'avocat des familles, comment est-ce qu'on peut leur venir en aide alors que le mystère reste entier sur les circonstances de la disparition du vol? Oui, vous savez, l'une des choses les plus difficiles dans cet incident pour les familles, c'est qu'ils n'ont pas eu de vraies réponses. Ils n'ont pas encore bien réalisé ce qu'il est arrivé à leurs proches. Ces débris, je pense, peuvent aider certaines familles à bien comprendre et finalement réaliser que leurs proches, à bord de l'avion, ne sont plus avec eux. Pourquoi, selon vous, maître Angelé, le gouvernement malaisien a pris beaucoup moins de précautions après la découverte des débris que les enquêteurs français ou australiens qui, eux, ont été très prudents? Je ne connais pas la réponse à cela. La logique dit qu'il s'agit bien de débris du vol MH370. Ça ne pourrait pas venir d'autre part. Je pense que les autorités malaisiennes étaient pressées de trouver des preuves de la conclusion qu'elles en avaient tirée en janvier, comme quoi l'avion s'était réellement écrasé dans l'eau. Je pense que les Australiens veulent être plus prudents et s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un morceau d'avion qui est déjà dans l'eau depuis des années. Merci, maître Angelé, en direct de New York, vous êtes spécialiste des accidents aériens. Merci pour ces éléments. Merci beaucoup. Raja Petra Kamarudin est certainement le blogueur le plus populaire de Malaisie. Après 56 jours d'emprisonnement sans procès pour ses révélations sur l'affaire Altantuya, il est exilé au Royaume-Uni, ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de rester actif sur son blog Malaysia Today, qui attire plus de visiteurs que la plupart, des journaux malaisiens. Bonsoir Raja Petra Kamarudin, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, rappelez-nous dans un premier temps ce qu'a été l'affaire Altantuya, pour laquelle vous avez fait de très importantes révélations.
Eh bien, l'affaire Al-Tantouya portait sur le meurtre d'un citoyen mongol et il y avait un lien avec quelqu'un de très proche du Premier ministre actuel. Cette personne avait été arrêtée avec 2 policiers. Après 2 ans en prison, les charges contre lui avaient été abandonnées, mais celles contre les policiers ont été maintenues. Ils ont été reconnus coupables et condamnés à mort puisque le meurtre est un crime pour lequel on est pendu en Malaisie. Donc il y a eu de la colère parce que les gens ont trouvé qu'il y a eu des interférences politiques dans le cas de cette personne qui n'a pas été inculpée. Alors vous avez choisi de vous exiler au Royaume-Uni, un choix qu'on comprend mal. Pourquoi? Parce que nul n'est prophète en son pays? Il fallait que je parte parce que j'ai été arrêté plusieurs fois. J'ai été accusé 4 fois et j'ai été détenu sans procès à 2 reprises. Et à chaque fois que j'ai été détenu sans procès, ma femme est allée au tribunal pour protester contre cet emprisonnement. Et nous avons gagné les 2 fois. Mais nous avons gagné à cause de petites choses techniques. Et puis, ils étaient sur le point d'ordonner mon arrestation pour la 3e fois. Et s'ils m'avaient arrêté une 3e fois, je ne pense pas que je m'en serais sorti cette fois-ci parce qu'ils n'allaient pas répéter les erreurs qu'ils ont fait pendant les 2 premiers emprisonnements. Donc il fallait que je quitte le pays. Sinon, j'allais passer ma vie derrière les barreaux. Et malgré l'exil, votre blog est bien plus populaire que de très nombreux journaux malaisiens. Comment vous l'expliquez? Eh bien, j'ai commencé en 2004. Et puis, 2004, nous sommes très controversés. Vous comprenez, les journaux et même les sites d'infos en Malaisie pratiquent ce que l'on appelle l'autocensure. Ils font très attention à ce qu'ils écrivent parce que nous avons des lois très strictes en Malaisie. Moi, au contraire, j'ai toujours repoussé les limites et dépassé ce qui est permis. Donc, nous avons développé notre réputation en tant que blog qui défie les lois et qui les teste constamment. Alors pour préserver l'unité du pays, la Malaisie vient de se doter d'une nouvelle loi, la loi anti-sédition. 20 ans de prison pour quiconque se soulèverait contre l'autorité. Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, la sédition est, je dirais, une zone grise. Parce que qui définit la sédition? C'est une opinion. Par exemple, si je disais quelque chose qui, selon un policier ou un procureur, pourrait soulever des problèmes, alors mes propos peuvent être considérés comme de la sédition. Elle est tout ce qui peut rendre les gens mécontents, qui pousse les gens à faire quelque chose qui pourrait constituer une menace pour la sécurité du pays. Donc même un acte de provocation peut être considéré comme de la sédition. Par exemple, si je disais que les Chinois et les Indiens ne sont pas des vrais citoyens de la Malaisie, parce que la Malaisie appartient aux Malaisiens et s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent rentrer en Inde ou en Chine, eh bien, il y a des gens qui peuvent voir ça comme des propos qui peuvent éventuellement énerver les Chinois et les Indiens. Donc s'ils sont énervés, ils pourraient riposter, il pourrait y avoir des affrontements sanglants. Donc finalement, il y a beaucoup de peut-être là-dedans. Mais personne ne sait si vraiment mes propos vont faire tout cela. Si quelqu'un pense que c'est de la sédition, ils peuvent m'arrêter pour sédition. Rajapetra Kamarudin, journaliste malaisien, merci pour ces éléments. Merci. Allez, comme chaque semaine, le top 5 de l'actualité en Malaisie, c'est tout de suite en bref et en images et c'est signé Daniel Ziri. Le secrétaire d'État américain John Kerry a exprimé ses inquiétudes concernant la liberté d'expression en Malaisie. Kerry s'est entretenu avec le Premier ministre malaisien la semaine dernière à propos de l'emprisonnement du leader de l'opposition, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Plusieurs organisations pour les droits civils en Malaisie ont affirmé que le gouvernement essaye d'éliminer tous ceux qui le critiquent. Le ringgit malaisien s'est largement affaibli et a atteint 3,9 pour $1. Pour la première fois depuis 17 ans. La monnaie malaisienne a chuté en valeur alors que le pays connaît un scandale de corruption dans lequel le Premier ministre serait impliqué. Des animaux sauvages vendus en ligne en Malaisie. Une page Facebook a été fermée par les autorités malaisiennes après avoir posté des photos d'animaux protégés comme des léopards, des ours et des chouettes et les avoir mis à la vente. Certaines personnes avaient laissé des commentaires sur la page pour acquérir les animaux et en faire des animaux de compagnie. D'autres étaient intéressés par leur viande. Les cigarettes électroniques devraient être contrôlées de la même manière que le tabac.
C'est ce qu'a déclaré l'association médicale malaisienne. Selon le groupe, les vapeurs produites par les cigarettes restent dangereuses puisqu'elles contiennent de la nicotine et le gouvernement devrait prendre des mesures pour dissuader les jeunes à les consommer. La ville de Kuala Lumpur a accueilli sa toute première course de voitures la semaine dernière. Le Kuala Lumpur City Grand Prix était composé de plusieurs événements, dont une course sponsorisée par Lamborghini. Depuis 2008 et son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville de Georgetown, sur l'île de Penang, organise chaque année un festival pour célébrer les arts et la diversité culturelle de la ville. Musique, danse, théâtre, film et opéra, une véritable vitrine de la culture et du patrimoine malaisien. Son directeur est avec nous ce soir pour nous en parler. Bonsoir, Joe Sidek. Bonjour. Alors parlez-nous un peu du festival de cette année. Quels en sont les moments forts ? Eh bien c'est pareil chaque année, le festival de Georgetown s'étend sur 5 semaines en août. C'est un festival qui est très centré sur la communauté. Donc je dirais qu'il y a vraiment une touche humaine à ce festival. Joe Sidek, en quelques phrases, en quelques mots, si vous deviez définir l'art malaisien, vous diriez quoi ? L'art malaisien. Je vais commencer par l'art de Penang. Penang n'est pas encore aussi développé que d'autres capitales d'Asie, comme Singapour ou Hong Kong. Mais ce qui est très unique ici, c'est que tout est très humain, très tactile. L'art ici n'est pas seulement dans les musées, les galeries ou les livres. Il est dehors, partout. Il y a de l'art partout, les murs, les portes. Je pense que c'est ce qui rend Penang unique. Toute la ville est une toile. Dernière question, Joe Sidek. Pour quelle raison la ville de Georgetown a-t-elle été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Je crois qu'ils ont utilisé les mots « valeurs internationales exceptionnelles » pour expliquer pourquoi ils ont choisi Georgetown pour l'UNESCO. Je pense que cela a beaucoup à voir avec la nature. Nous avons aussi toutes les religions pratiquées ici. Il y a des musulmans, des chrétiens, des hindous. Et d'un point de vue historique, c'est un melting pot de culture. Des Arméniens, des Indiens, des Chinois, des Arabes. Nous sommes un melting pot depuis les années 70 et beaucoup de tout cela reste encore intact. Joe Sidek, directeur du festival de Georgetown, merci et bon festival qui se déroule pendant le mois d'août. Merci infiniment. Merci. Comment rencontrer l'âme sœur quand on est adepte de l'islam et qu'on ne dispose que de quelques petites minutes ? Eh bien, c'est pour répondre à cette question que le site Halal Speed Dating a été créé en Malaisie. La rencontre rapide version islam avec, vous allez voir, quelques petits remaniements. Bonsoir, Syed Azmi, vous êtes cofondateur du site. Bonsoir à vous. Alors, première question, comment vous est venue l'idée de fonder ce site ? Eh bien, le speed dating halal a commencé par un groupe de 3 amis, dont moi-même. Nous parlions de créer une nouvelle méthode de rencontre qui serait meilleure pour le public malaisien et nous l'avons appelé le halal speed dating. Tout a commencé par une simple conversation très innocente. En plus, 2 de mes amis s'étaient déjà mariés après une rencontre par une méthode similaire. Donc nous voulions prendre ce modèle et le développer encore plus. C'est comme ça qu'on a commencé le speed dating halal. Alors qu'est-ce que le halal speed dating a de si différent des autres rencontres rapides qu'on connaît ailleurs ? Ça c'est la grande question. Les gens se demandent à quoi sert de rajouter le mot halal. Eh bien, le speed dating halal, ce qui est différent, c'est que les femmes doivent venir avec un accompagnant. Ça peut être leur père, leur sœur ou n'importe quel membre de la famille ou bien un ami. Ça peut paraître bizarre, mais lorsque nous organisons les événements de rencontre, ça fait toute la différence que les femmes doivent venir accompagner. Alors c'est un véritable succès dans un pays musulman, qui plus est plutôt conservateur. C'est plutôt étonnant, non ? Eh bien, lorsqu'on a commencé le speed dating halal la première fois, ce que les gens ont aimé, c'est le respect accordé aux femmes qui sont venues à l'événement. Plus tard, quand nous avons eu les retours des femmes, elles nous ont dit être très contentes parce qu'on les a respectées. C'est très important pour nous. Et puis, lorsque nous avons mis les couples ensemble, la plupart ont bien collé et leurs relations sont sérieuses. Ils voient des points communs avec les personnes qu'ils rencontrent. Mais en général, tout le monde est content. Les femmes trouvent qu'elles sont mieux respectées dans cet environnement. Je pense que c'est notre point fort et c'est celui qui a attiré le plus d'attention à nos débuts. Syed Azmi, cofondateur du site Halal Speed Dating. Merci pour ces éléments.
Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est la fin de ce numéro. On va se quitter avec ces très belles images de la capitale malaisienne, Kuala Lumpur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vivez curieux, restez focus. À la semaine prochaine.